Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. C'est bientôt Noël, et comme chaque année, mon cadeau, c'est de vous offrir une série de tops et de flops, dans lesquels je vais vous faire des retours de mes pires et meilleures séries, films, jeux vidéo et lectures de l'année, et normalement, je publierai un top et un flop par semaine. On va donc commencer avec les pires séries de 2024, mais avant, je dois vous rappeler 2 points importants. Le premier, c'est que les tops et les flops ne concernent pas uniquement les sorties de 2024, mais ce que j'ai personnellement découvert cette année-là. Donc vous pouvez avoir du très récent comme du très vieux. Deuxièmement, les tops et les flops sont subjectifs. Oui, je donne souvent des arguments pour justifier que j'ai ou non apprécié une œuvre, mais gardez en tête que vous êtes libre de ne pas avoir le même avis que moi. Parfait! Il est maintenant temps de s'atteler à mes pires séries de 2024. Alors là, celle-là, c'était presque frustrant de la mettre dans le flop en fait. L'histoire se déroule dans un monde qui mélange un peu steampunk et fantasy. Et dans cet univers, 3 guerriers, un prince elfe, une sorcière noire et un moine cosmique affrontent régulièrement l'incarnation du mal sur Terre. Sauf que pour pallier au fait que cette incarnation revient systématiquement, leurs âmes sont absorbées par Copernicus, un robot du futur, qui leur trouve de nouveaux hôtes au fil des siècles, pour qu'ils puissent reprendre le combat. Sauf qu'à l'époque de la série, les héros sont ramenés un petit peu plus tôt que prévu. Ce qui va notamment poser un problème à la sorcière puisque l'esprit de son hôte est toujours conscient, ce qui malmène pas mal leur mission. Et je vais le dire tout de suite, la série est cool. Franchement, l'animation est ultra péchue, les combats sont dynamiques, les personnages sont attachants, et l'intrigue est très cool même si on peut lui reprocher quelques facilités de temps à autre. Mais alors pourquoi je l'ai foutu dans le flop? Eh ben à cause du style graphique. C'est un chara-design très inspiré des Disney des années 30-40, vous regardez Cuphead, c'est exactement la même patte. Et là pour le coup, c'est complètement subjectif, mais je déteste ce style graphique. Je trouve le design non seulement pas agréable à regarder, ça me sortait régulièrement de l'histoire, et je trouve que ça colle pas du tout avec l'ambiance que la série instaure. C'est pour ça que si une saison 2 finit par sortir, je ne la regarderai pas. Pas parce que le contenu est mauvais, c'est juste que visuellement ça coince. Je n'arrive pas à rester concentré sur l'histoire sans avoir envie de cracher sur le dessin. Donc si c'est une patte graphique qui ne vous dérange pas, je vous invite à découvrir Unicorn Warriors Eternal. Parce que le voyage vaut le coup. Par contre si comme moi c'est vraiment pas votre kiff, je vous le conseille pas. Dans les années 1980, c'est l'arrivée du Minitel. 3 étudiants vont alors s'associer pour concevoir un des premiers services de discussion érotique en ligne. Alors, de mémoire, ma famille avait un Minitel, sauf que vu que j'étais trop petit, j'y ai jamais touché et donc j'ai jamais su comment ça fonctionnait. Donc pour le coup, la série a répondu à pas mal de questions que je me posais étant gamin. Ensuite, il faut savoir que vous allez faire un bond dans les années 80. Et en l'occurrence, je trouve que toute la reproduction d'époque est vachement bien foutue. Assez déstabilisant si vous n'avez pas connu l'époque. Sinon, il faut savoir que on a beau parler d'érotisme, il n'y a rien de particulièrement choquant à l'écran. Vous n'avez aucune image pornographique, vous n'avez même pas un téton qui se balade. Par contre, vous entrevoyez 1 ou 2 pénis, soyez prévenus. De fait, le système du Minitel Rose, c'est le fait de dialoguer par écrit avec des gens pour avoir une conversation érotique en direct. Et évidemment, il y a besoin de beaucoup plus d'efforts d'imagination qu'avec le porno, mais du coup, il peut y avoir des dialogues assez crus. Pour ce qui est de la série en elle-même, j'ai pratiquement aucun reproche à faire. Les acteurs sont tous très bons, l'intrigue est cohérente, il y a même quelques retournements de fond plutôt inattendus. Bref, le fond comme la forme sont convaincants, néanmoins, j'ai pas accroché. Je ne nierai pas les qualités de la série, mais perso, ça m'a laissé assez froid. Probablement parce que j'ai pas été particulièrement captivé par le délire. Et autant OVNI m'avait bien plus marqué, alors qu'elle avait beaucoup plus de défauts. Donc, une fois encore, je pense que si j'ai pas apprécié, c'est purement subjectif. Je considère néanmoins que c'est une série de qualité, et si vous êtes intéressé par l'histoire de l'informatique, du Minitel ou de la France des années 80, eh ben je pense que ça peut être votre cam. Je vais tellement m'attirer des vagues de rageux avec ce que je vais dire. Bon. Le pitch de Pluto, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une réécriture un peu moderne de Astro Boy. En gros, nous sommes dans un monde où des robots et des androïdes existent, et un tueur monstrueux surnommé Pluto va se mettre à éliminer les 7 robots les plus puissants du monde.
j'ai un gros problème avec la VF. C'est un peu pour ça que je regarde rarement des animés dans un doublage français, et pour le coup, c'est pas la faute des doubleurs. C'est surtout que dans un animé, tu auras facilement des passages avec des monologues, avec des explications que tu aurais très bien pu montrer à l'écran sans avoir à les faire dire par un personnage. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais il se passe ceci. Du coup, je vais faire cela. On est d'accord que c'est pas naturel. Et autant en japonais, je parle pas la langue, donc ça passe. Autant en français, non. Il y a aussi le fait que certains doubleurs et doubleuses sont soit pas très investis, soit pas très justes. Genre la doubleuse d'Uran, la petite sœur d'Astro, qui d'une part ne joue pas toujours très bien, mais en plus, elle a une voix de crécelle qui devient très vite insupportable. Bon après, la majeure partie des doubleurs font quand même un très bon taf, ça reste surtout un problème ponctuel. Mais agaçant quand même. On a beaucoup de scènes très émotionnelles, et une réflexion plutôt intéressante sur le principe des robots, de leur évolution, de l'intelligence artificielle. C'était vachement intéressant à suivre. Néanmoins, et là je vais m'attirer les foudres des fans, j'ai un problème avec Urasawa. Parce que, systématiquement, je trouve que ses œuvres sont super bien foutues, avec énormément de pistes et de bonnes idées, sauf que plus tu te rapproches de la fin, plus tu vois les failles. Soit parce que t'as des trucs qui aident quand même vachement le scénario, soit t'as juste l'impression que y a des éléments qui ont été oubliés en cours de route. Et bah là, c'est pareil. Quand t'arrives dans le final, t'as l'impression que la moitié des pistes ont été bazardées sous le tapis. Donc, ou c'est beaucoup trop subtil, ou alors ça a été évacué de manière à ce qu'on n'y fasse plus attention. Et pas mal d'éléments font assez mystique. Les capacités de certains robots à ressentir des trucs, ou à être informés de certains renseignements. Genre, la résurrection d'un personnage, on a littéralement le fantôme d'un robot qui vient en lui. On aurait été dans une œuvre avec du surnaturel, j'aurais dit why not. Par contre, mêler ça à de la robotique et de l'intelligence artificielle... Et le combat final... Pour moi, c'est un énorme what the fuck. Entre Astro qui est devenu giga puissant alors qu'il n'aura reçu aucune amélioration, je veux bien que les émotions te donnent un coup de boost, mais enfin quand même, ou tout simplement un robot qui, grâce à la bonne formule de la bombe, peut faire revenir son bras coupé et le ressouder par télékinésie, puis avoir une aura de super guerrier qui permet de congeler l'ennemi ultime. What? Là encore, je suis bien trouvé d'esprit, mais faut pas exagérer non plus. Après qu'on ne se méprenne pas, la série reste globalement très bonne si vous n'êtes pas trop exigeant. Mais pour ma part, autant j'avais adoré le début, mais plus on se rapproche de la fin, plus ça devient décevant. Dès le premier épisode, je savais que ça allait finir dans mes flops, de toute façon, je vais me montrer le plus honnête possible. J'ai joué au Last of Us. Plusieurs fois pour le premier. Donc vous vous doutez que je connais bien l'histoire et les personnages. Du coup, je vais juger la série en tant que série, mais également en tant qu'adaptation. Alors, la série est-elle une bonne adaptation du jeu? C'est compliqué. L'impression que j'en ai eue, c'est que la série est trop différente du jeu pour les puristes, qui vont de toute façon se plaindre « c'était pas comme ça dans le jeu !» et en même temps, beaucoup trop semblable pour nous apporter un sentiment de nouveauté. Et déjà d'une part, je pense qu'il aurait fallu soit complètement remanier l'histoire, genre une version alternative où Sarah reste en vie, par exemple, soit ne pas se concentrer sur Joel et Ellie. Imaginez que la série se soit concentrée sur d'autres personnages, ou pendant les 20 ans qui séparent le début de la pandémie et l'intrigue du jeu. Alors moi, en tant que fan des jeux, ça m'aurait beaucoup plus intéressé. Et c'est d'autant plus con que les scènes que j'ai trouvées comme étant les meilleures, c'est celles qui sont pas dans le jeu. Genre un scientifique des années 60 qui met en garde contre le danger du cordyceps, le début de la pandémie en Indonésie, il y a effectivement quelques points qui sont changés par rapport au jeu, genre le fait que Sam devienne sourd-muet. Ok, ça apporte strictement rien, ça ne change que dalle à l'intrigue, mais bon, maintenant il est sourd-muet. On nous donne davantage de points de vue et de flashbacks pour d'autres personnages, mais globalement, on en arrive toujours au même point. Un tel se fait toujours infecter de telle façon, machin se refait tuer exactement de la même manière, wow! C'est exactement comme dans le jeu! Du coup, je vais peut-être rejouer au jeu, en fait. Pour ce qui est du choix des acteurs, désolé, mais je vais un peu rallier la grogne populaire. Je pense que l'idéal, c'est quand même d'avoir des acteurs qui ressemblent un minimum aux personnages qu'ils sont censés incarner. Ellie de la série ne ressemble pas à Ellie des jeux, Joel de la série ne ressemble pas au Joel des jeux, Tess ne ressemble pas à Tess. Après, oui, ils ont fait des efforts sur les fringues. Bravo, vous avez réussi à faire des bons cosplays. Mais c'est tout. Par contre, j'aimerais qu'on arrête de dire des conneries sur Bella Ramsey. Ok, elle ressemble pas du tout à Ellie, mais elle sait jouer, et elle joue même très bien les émotions qu'elle est censée ressortir. D'ailleurs, tous les acteurs sont bons.
On a droit à quelques trucs qui, si vous êtes fan du jeu, peut vous sembler incohérents. Genre, premier épisode, Tess et Joel tombent sur un cadavre d'infecté qui est encastré dans le mur. Ouais, sauf que dans le jeu, si tu tombes sur un cadavre comme ça veut dire que tu es dans une zone qui est remplie de spores, et donc que tu es déjà infecté. Bravo la série, tu viens de tuer Joel dès le premier épisode. Sauf qu'en fait, la série a complètement viré le principe des spores. Sauf que ça, tu t'en rends pas compte avant plusieurs épisodes. Maintenant, en omettant toute ma grogne de joueurs, est-ce que la série peut être intéressante à regarder pour des gens qui n'ont jamais joué au soft? Je dirais que oui. C'est plutôt propre, c'est pas mal filmé, les acteurs sont convaincants, il y a quelques scènes qui sont sacrément bien gérées niveau tension, comme par exemple la scène du musée. La série est vraiment pas gore, je trouve. Quand tu connais les jeux dont elle est tirée, en général le principe post-apo et zombie, c'est le prétexte parfait pour la foire aux tripes. Mais là pas trop. Oui, il y a quelques giclées de sang, mais dans l'ensemble, c'est soft. Par exemple, à un moment, t'as une tête arrachée, mais de loin et dans l'ombre. Donc je le dis, je persiste et je signe, oui, la série est qualitative. Mais surtout pour des personnes qui ne connaissent pas les jeux. Pour les gamers, ça va juste être une autre version d'une histoire qu'ils connaissent déjà, et du coup, je pense pas que ça va beaucoup les intéresser. Maintenant, si tous les jeux vidéo avaient droit à ce niveau de respect en termes d'adaptation, je dois dire qu'on n'aurait plus jamais à se plaindre des adaptations de jeux vidéo au cinéma, quoi. Parce que franchement, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à la série, c'est de pas respecter son matériau de base. Donc, la série vaut-elle le coup? Eh ben, à vous de voir. Alors comme pour 3615 Monique, je trouve la série plutôt qualitative, sauf que malgré ses bons côtés, j'ai pas vu l'intérêt de mater plus de 4 épisodes sur 6. Et c'est des épisodes de 20-25 minutes, donc ça passe vite, hein. L'histoire, même si je sais pas trop si on peut la définir comme ça, on suit une trentenaire dans sa vie de tous les jours, et elle a une fâcheuse tendance à briser le quatrième mur pour s'adresser à la caméra, parce que c'est une meuf particulièrement sardonique. Et ouais, les acteurs sont bons, les réflexions de l'héroïne me faisaient souvent sourire. Maintenant, j'ai pas accroché plus que ça. Oui, il y a des passages qui sont très bien écrits, mais globalement, on parle d'une histoire de la vie de tous les jours d'une meuf qui est un peu paumée dans sa life, quoi. Et en vrai, ça va pas plus loin. Et du coup, j'en suis vite venu à m'emmerder, malgré les bons points. Donc, si le slice of life avec option je parle à la caméra, c'est votre kiff, je vous le recommande. Sinon, passez votre chemin, quoi. Alors, je vais aborder cette critique en tant que personne ayant vu et adoré le film Scott Pilgrim. Parce que très clairement, quand le projet a été annoncé, j'avais très peur du niveau d'adaptation. Et encore plus clairement, le premier épisode ne m'a pas du tout rassuré. Parce que le pilote est pratiquement un copier-coller du film. Mais quand je dis copier-coller, c'est copier-coller. Il y a des scènes qui sont identiques. Donc autant vous dire qu'au bout de 20 minutes, j'avais déjà envie de m'arrêter, quoi. Si c'est pour voir quasiment la même chose que le film, autant voir le film. D'autant que je suis pas super fan de la direction artistique. Mais bon, chacun ses goûts. Mais en fait, c'était une ruse, puisque le final du premier épisode choisit de prendre une toute autre direction. Mini spoil, Scott Pilgrim va perdre son combat contre Matthew Patel, ce qui va amener Ramona Flowers à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Littéralement, c'est un univers parallèle. Ce qui a amené certains gros débiles à penser que la série avait été wokisée pour refiler le rôle principal à une femme. Absolument pas, c'est juste une variation de la trame en fait, avec des conséquences moins violentes que la mort des ex-maléfiques, ceci dit. Mais Ramona ne devient aucunement une super-héroïne qui massacre tous les mecs hétéro-blancs sur son chemin, quoi. Ayez au moins la décence de regarder une série jusqu'au bout avant de raconter des conneries de ce genre, merci. Ceci dit, est-ce que l'animé vaut le coup? Je suis mitigé. Mitigé parce que, justement, la série a les couilles de ne pas se contenter de refaire la même chose. Ce qui n'aurait eu aucun intérêt. L'animation est bonne, il y a quelques scènes assez drôles, quelques combats bien faits, le délire est plutôt bien suivi tout du long, et si vous êtes vraiment fan du film, ils ont carrément fait revenir les acteurs originaux, voire carrément les doubleurs VF originaux. Du coup, si vraiment vous êtes fan, vous ne serez pas dépaysé. Maintenant, j'ai pas kiffé. J'ai pas trouvé le tout particulièrement exceptionnel. Ça a le mérite d'être sympa et d'offrir une relecture plutôt neuve, mais j'ai pas été emporté par le délire. Me suis même un peu fait chier pendant le visionnage. Donc,
Est-ce que je vous le conseille? Si vous êtes vraiment fan de l'univers de Scott Pilgrim, oui, je pense que vous aimerez. Mais je crois pas que tout le monde va kiffer. Après, c'est peut-être juste moi, hein, ça... En soi, Shine n'est pas un mauvais animé. Il est même plutôt bon. Le dessin est joli, l'animation est pas dégueu, et surtout, c'est ça qui est intéressant pour un shonen neketsu, c'est que ça tourne pas que autour du combat. Enfin, du moins pendant la première saison. Quand l'héroïne tombe sur un ennemi, l'objectif c'est pas de lui maraver la gueule, mais de le comprendre et surtout de lui ouvrir son cœur pour qu'il réalise ses erreurs. J'irais même jusqu'à dire que le début et la fin de la série ont réussi à me foutre les larmes aux yeux, ce qui là encore pour un shonen neketsu est une prouesse. Du coup, pourquoi il est dans mes flops? Et bah pour tout le reste en fait. C'est un shonen neketsu. Donc il a un développement extrêmement classique. Beaucoup de points sont très prévisibles. Si vous avez déjà vu quelques animés de ce style, je pense pas que beaucoup de choses vont vous surprendre. Aussi le fait que je trouve l'héroïne pas mal sexualisée, elle a une tenue vachement courte, limite un maillot de bain, et on a souvent des plans de caméra qui montrent bien ses fesses ou son entrejambe. Elle aurait eu 18 ans, j'aurais dit pourquoi pas, sauf qu'elle est censée avoir 14 ans. Donc j'étais pas giga à l'aise quand ça arrivait quoi. Ça plus le combat final contre une Loli en combi ultra moulante, comment dire, non. En dehors de ça, Shine n'est pas une mauvaise série. Il y a des bonnes idées et c'est pas désagréable à regarder. Maintenant, ça reste un shonen très classique. Donc, à moins que ce soit un style que vous adoriez, je vais pas vous inciter à le mater. J'avais entendu parler de Zombiverse comme quoi c'était l'équivalent d'un jeu télévisé où les participants devaient survivre à une apocalypse zombie. Et j'ai été intrigué par le concept. J'ai passé tout le premier épisode à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. En gros, les personnages principaux sont des acteurs qui improvisent en fonction des situations et vont réagir exactement comme dans un GN. Un jeu de rôle grandeur nature en somme. Ce qui fait que oui, t'as des réflexions très méta, des remarques un peu what the fuck et des moments où les mecs sont à moitié morts de rire. Et en soi, c'est plutôt marrant, notamment quand on voit la débauche de moyens auxquels ils ont droit, c'est le nombre de figurants, le maquillage, les décors, putain, genre ils ont carrément réservé une station-service et un supermarché. C'est waouh. Parallèlement, t'as des ajouts au montage, généralement pour expliciter certains points, genre quand les héros se baladent discrètement, tu vas voir un point d'interrogation au-dessus du zombie qui va se remplir au fur et à mesure pour signifier que ah bah le zombie est sur les points de les repérer. Donc globalement, c'est du très bon. Mais j'ai passé beaucoup trop de temps à m'interroger sur le système pour être vraiment rentré dedans. Par exemple, deuxième épisode, on rencontre des nouveaux personnages qui sont présentés avec des fiches un peu réduites. Genre, un tel est un ancien joueur de baseball, il était venu pour ça, c'est... Ok, on n'a pas eu ça pour les joueurs principaux, donc bizarre. Pareil pour le fait de suivre ou non certains personnages. Genre, dans l'épisode 2, on a une séquence d'infiltration de deux personnages. Et la caméra les suit bien en mode, bah... c'est des persos principaux, quoi. Ce sont des PJ, donc on essaye de rester avec eux. Non, c'était des PNJ. Ah, même chose à la fin de l'épisode, t'as un mec qui meurt, et l'épisode se termine par une voix grave, c'est « machin est mort ». Ah, c'était un joueur? Le gars était tellement en retrait, j'ai même pas percuté. Pareil, tu sais pas trop où te situer par rapport aux acteurs. On précise bien au début, il faut apprécier les capacités d'improvisation. Et c'est vrai, hein, au-delà des fous rires, oui, ils sont bons, quoi. Mais en même temps, il y a beaucoup trop de points qui étaient tellement parfaits que je me demandais régulièrement si les mecs étaient vraiment en train d'improviser ou s'ils jouaient pas complètement du début à la fin. Comme si c'était juste une série télé, mais avec des acteurs qui ont l'autorisation de faire toutes les sorties de piste qu'ils veulent, quoi. Ce qui est amplifié par certains effets ou transitions. Par exemple, fin de l'épisode 1, les joueurs s'enfuient en voiture, mais sont arrêtés en heurtant un zombie. Et quand la scène est arrivée, j'ai vraiment cru qu'ils avaient heurté quelqu'un. J'ai vraiment cru qu'ils avaient heurté un mec, mais violemment. T'as un des acteurs qui se mange le pare-brise. Mais vous vouliez tourner une série ou un GN? Donc bref, pour moi c'est un très bon potentiel, mais le visionnage était gâché par le fait que j'arrêtais pas de me poser des questions. J'arrêtais pas de m'interroger sur ce que je regardais. Si la série avait plus insisté sur le côté JDR et mieux expliqué son concept dès le début, je pense que je serais beaucoup plus rentré dedans. Parce que, soyons clairs, quelqu'un qui découvre le truc par hasard sur Netflix, il a zéro info. Après, j'irais pas dire que le jeu est mauvais, hein, plutôt que
la formule a besoin d'être peaufinée. Parce qu'en l'état, je trouve que c'est assez bof. Alors, ça va être un peu particulier, parce qu'en soi, la série est pas mauvaise, mais j'ai tellement pas accroché que je l'ai lâché en cours de route. L'histoire, c'est qu'on suit les mésaventures des marins du HMS Terror, qui au 19e siècle s'est retrouvé pris dans les glaces de l'Arctique, et on n'a jamais retrouvé les équipages. Ou alors on les a retrouvés tous morts. Je sais plus. Donc en soi, plutôt bon pitch. En plus, il y avait Jared Harris et Sharon Innes au casting, des acteurs que j'aime beaucoup. Du coup, je m'attendais à aimer. Eh ben, mauvaise pioche. Le premier problème, c'est que je connais déjà plus ou moins l'histoire réelle du Terror. Et quand tu sais qu'au final, t'as pas eu de survivants, tu t'attaches pas au personnage. Ensuite, dès le premier épisode, on révèle qu'en fait, les protagonistes sont poursuivis par une espèce d'entité surnaturelle inuite, et qui vont se faire déchiqueter les uns après les autres. Alors en soi, why not, hein, mais perso, je m'attendais à un peu mieux et plus original. J'ai pas eu le moindre attachement pour les persos, évidemment. Même pas qu'ils soient particulièrement mauvais ou détestables, c'est juste que y en a beaucoup. Tu les identifies pas forcément tous, et y a rien de singulièrement notable. Sinon au niveau casting, bon, les acteurs sont bons, hein, c'est la reproduction du navire, de la banquise et tout ça, c'est bien fait. C'est il y a probablement eu une grosse recherche historique derrière, mais je me suis arrêté au bout de 4 épisodes parce que j'avais vraiment aucun feeling. Je me contrefoutais de ce qui pouvait se passer. Bon, après, la série est une anthologie, chaque saison se concentrant sur une histoire différente, et la deuxième étant basée sur un spectre dans des camps japonais de la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que je regarderai? Je sais pas. Alors peut-être que je tenterai parce que le pitch est intéressant, mais j'avoue que j'ai zéro hype. Après, peut-être que malgré tout, ça peut vous plaire. Comme je l'ai dit, techniquement c'est plutôt quali, et j'ai pas repéré de gros défauts sur la première moitié. Donc à vous de voir. C'est avec beaucoup de regret que je le mets dans les flops, celui-là. Parce qu'en termes d'adaptation, c'est probablement une des plus respectueuses que je connaisse. Plus que le film, en tout cas. Je suis pas trop fan de l'univers d'origine, Merci. Bon, ok, je suis un peu fan de l'univers d'Avatar, mais pas au point d'acheter tout ce qui peut sortir de... Ok, d'accord, je suis un gros fan. Du coup, c'est une adaptation que j'attendais au tournant. Et en soi, c'est plutôt pas mal. Les personnages sont bien représentés, l'acteur qui joue Aang, c'est totalement lui. Daniel Day Kim pour jouer le Seigneur du Feu, je valide. Katara et Sokka, totalement d'accord. Suki, parfaite. Je suis un peu plus mitigé sur Zuko, qui a un visage un peu trop enfantin. Et aussi pour Azula. Ouais, bon, j'aurais pas choisi cette actrice-là. Hein, globalement, la série suit plus ou moins le même cheminement que l'animé. Hein. Y a des changements par-ci par-là et quelques bons ajouts aussi. Et c'est là qu'on va arriver à un gros problème. Le même que pour Last of Us. Si tu connais l'animé, est-ce que ça vaut le coup de regarder la version live? Eh bah pas trop. Mis à part certains points, ça reste une redite de ce que t'as déjà vu. Ce serait éventuellement mieux pour des personnes qui ne connaissent pas l'univers. Et là, on va passer aux autres défauts. Notamment les effets spéciaux. Alors autant la CGI pour tout ce qui est maîtrise d'éléments est majoritairement très bien fait. J'ai adoré la plupart des combats des maîtres qui sont super bien chorégraphiés. En plus d'avoir des effets suffisamment convaincants. Par contre pour les décors... les fonds verts ils font mal aux yeux. Hein, et il y a beaucoup de scènes qui sont en full CGI. Les décors, les effets, les personnages, tu le vois bien dans leur façon de bouger que c'est des acteurs virtuels en fait. Du coup, quitte à regarder des scènes entièrement en images de synthèse, autant repartir sur l'animé quoi. Pour le jeu des acteurs, c'est problématique parce que autant tu as certaines scènes où les comédiens donnent tout ce qu'ils ont, et vraiment ils sont excellents, et à côté tu vas avoir d'autres scènes, généralement des plans plus larges, où ça se contente d'échanger les répliques sans trop de motivation en fait. Il y a aussi le problème du rythme. Quand tu regardes l'animé, avec des épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, ça passe. Quand c'est des épisodes d'une heure, qui contiennent l'intrigue de 2 voire 3 épisodes de l'animé, ça fait assez déséquilibré quoi. Et parfois il y a des éléments qui sont rajoutés, juste pour les rajouter. Petit exemple, à un moment Sokka et Katara sont coincés dans une grotte, ils croisent un groupe de chanteurs, qui leur fait de l'exposition, et bye bye. Sauf que dans l'animé, les chanteurs, déjà on les croise que dans la saison 2, mais en plus ils restaient avec les héros pendant tout l'épisode.
Et autant il y a des fois ça va, ça avance bien, autant à d'autres, le rythme est un peu lent, ou au contraire beaucoup trop rapide. Pas tout le temps, mais ça reste problématique. D'ailleurs, maintenant qu'on parle d'exposition, il y a des monologues et des séquences d'exposition qui dans un animé marchent. Dans une version live, pas trop. Dernier petit détail qui m'avait fait beaucoup rire, dès le début, on a une séquence des maîtres du feu qui attaquent les nomades de l'air, et l'un d'eux se vante, « Vous ne pouvez pas nous vaincre, on a la comète qui nous rend ultra puissants !» Ouais, sauf que 5 minutes plus tôt, t'avais une dizaine de soldats du feu contre un seul nomade de l'air, et vous étiez en train de perdre. Du coup, est-ce que je vous conseille de regarder la série? Pas des masses. C'est honorable, mais je persiste à dire que l'animé est meilleur. Alors, on va le lire tout de suite. Comparé à d'autres séries d'adaptation telles que The Last of Us ou Avatar le dernier maître de l'air, NieR Automata est probablement la seule qui peut sans problème être matée autant par les joueurs que par les non-joueurs. Puisque certes, plusieurs scènes sont reproduites telles quelles depuis le jeu, à tel point que dans le pilote j'en étais à me demander s'ils n'avaient pas juste copié-collé les voix d'origine pour les remettre dans la série, mais en même temps, plusieurs scènes sont modifiées, des personnages autres que notre duo sont plus développés, par contre j'interdis quiconque de me dire le contraire. Les effets 3D sont dégueulasses. Le dessin et la CGI ne se marient pas le moins du monde. L'animé a aussi le mérite de mieux expliquer l'univers que le jeu, ce qui est un comble. Genre pour savoir que le putain de bandeau des Yora est en fait des sortes de lunettes spéciales, ils pouvaient pas le dire dans le jeu. Fallait nécessairement passer par un animé. Et aussi, plusieurs scènes sont mieux expliquées que dans le jeu. Par exemple, le fait que Tubi ait un passif avec 9S, tu le piges absolument pas dans le jeu. Au début, tu te demandes juste pourquoi la meuf a autant d'émotions pour un Gugus qu'elle vient à peine de rencontrer. Tandis que là, bah ça passe mieux, grâce à des microscènes qui, justement, dévoilent les réactions de Tubi pendant leur dialogue. L'animé reprend donc la première partie du jeu, et pas mal d'éléments du point de vue de 9S. Ils ont le mérite très couillu d'apporter des changements plus que bienvenus, mais j'ai pas aimé. Pour être franc, je me suis même assez fait chier pendant le visionnage. Pourquoi alors d'une part, je trouve pas le dessin ni l'animation particulièrement exceptionnels. Alors ok, on risquait pas d'avoir le niveau d'un Demon Slayer, mais quand même. Là, j'ai l'impression que par rapport au jeu, la qualité est moindre. Et ensuite, le scénario... je vous l'annonce tout de suite, hein, le jeu, je l'ai poncé. Donc, l'intrigue de NieR Automata, je la connais pas par cœur, mais presque. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai pas été particulièrement emporté par une autre version de l'histoire. Maintenant, si vous n'avez pas touché au jeu depuis sa sortie, ou que vous n'y avez jamais joué, ouais, je pense que l'anime peut vous intéresser. Mais je peux pas vous le garantir à 100%. Alors, What If, série d'animation Marvel, canon en plus, comment dire, la saison 2 est du même calibre que la première, voire un peu moins bonne. Je me rappelle pas trop pour la une, mais alors là, autant il y a eu certaines scènes, niveau animation c'était super cool et vachement classe, et à d'autres, tu sais pas s'il y a eu une économie de budget ou une flemme des animateurs, mais c'est un peu moche. Genre quand les personnages courent, c'est pas des ragdolls mais presque, hein. Niveau rendu global, sans dire que c'est particulièrement moche, je trouve pas le tout particulièrement beau. Mais bon, comme d'hab, mon principal problème, il est au niveau du fond. Pour ceux qui ne le savent pas, What If explore les possibilités du multivers, et si Peggy Carter était devenue Captain America, et si Doctor Strange était devenu maléfique, et si Ultron avait gagné, des idées qui peuvent avoir un véritable impact sur la continuité de l'histoire, et donc peuvent être cool à suivre. Et autant j'ai d'assez bons souvenirs de la première saison, même si certains étaient assez moyens, mais alors saison 2 c'est pire. Genre au moins la moitié des épisodes, le lendemain de leur visionnage, je les avais complètement oubliés. Déjà la plupart ont pas une idée de base très intéressante, genre Nebula qui rejoint les Nova Corp, ouais, Happy Hogan qui devient l'incroyable Bulk, Iron Man qui rencontre le grand maître de Thor Ragnarok, et d'autres fois tu as d'excellentes idées de départ, mais qui sont utilisées de la manière la plus inintéressante possible. Genre l'épisode centré sur Ella, mais il y avait tellement pas de possibilité de faire mieux. Après, il y en a quelques-uns qui sont bons, voire très bons. Genre l'épisode de Kakori, qui est un personnage 100% inventé et original. Pour une fois que le MCU se tire les doigts du cul, on va pas se plaindre. Globalement, la saison reste regardable, mais 75% des épisodes sont oubliables. Ils sont pas atroces non plus, mais sans plus. Ah,
Et le final, putain, l'enchaînement de super pouvoirs tellement pété que ça n'en a plus aucun sens. Dans la catégorie tu peux perdre alors que tu as le gantelet avec toutes les pierres d'infinité, faut le faire. Franchement, je m'endormais à moitié devant le dernier épisode, c'était insupportable. Apparemment, une saison 3 a été annoncée, alors je la mettrai, mais pas avec la masse de motivation, quoi. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du comic culte de James O'Barr, The Crow. Selon la légende, à votre mort, un corbeau transporte votre âme au pays des morts. Mais il arrive que, si votre âme a trop souffert, le Piaf choisisse de la ramener sur Terre pour y obtenir vengeance. Dans l'histoire principale, le héros Eric Draven a été assassiné après avoir assisté au viol et au meurtre de sa petite amie. Il revient donc sur Terre en tant que mort-vivant pour punir les responsables. Vous connaissez très probablement le film de 1994, qui est excellent, on va pas se mentir, puis est arrivé en 1998 la série The Crow, Stairway to Heaven. Et pour être franc, j'ai abordé le sujet sur Twitter, et quelqu'un m'a répondu quelque chose que j'ai trouvé totalement juste. Donc je vais vous citer avec mes propres mots. Malgré quelques bonnes idées, dont celle d'avoir Mark Dacascos pour incarner Eric Draven, on a juste droit à une espèce de Sue Highlander gentillet, aussi guimauve et insipide qu'incohérent. Et c'est là le problème, c'est que pas mal d'idées marchaient. Il y avait quelques points moraux qui fonctionnaient, l'arrivée au cours de la série d'un corbeau féminin, même si elle restait très en retrait, l'existence du cowboy qui était une espèce de baron samedi, l'implication des serpents aussi, qui aurait pu être une très bonne idée, si on l'avait utilisé autrement. En gros, le principe de la série est que le corbeau n'a pas le droit de tuer. S'il tue quelqu'un pour se venger, ce quelqu'un reviendra sous la forme d'un serpent, avec en prime une dague magique capable de tuer les revenants. Ce qui est complètement débile en fait. Tout le principe de The Crow, c'est que la victime revient pour se venger. Alors oui, dans la série, Draven peut infliger des douleurs mentales à ses ennemis, hein, c'est un peu comme le regard expiatoire du Ghost Rider, mais globalement, non. C'est assez mauvais, c'est très simpliste, quand ça ne décide pas de carrément contourner les règles instaurées depuis le début. Et surtout, pourquoi Draven ne peut pas retourner dans le monde des morts? Pour que la série continue. C'est littéralement ça, y a pas d'autre raison. Venger le meurtre de Shelly, c'est terminé depuis le 2e épisode. C'est juste, on a une excuse pour garder un mec immortel qui sauve des gens, sans tuer. Et c'est d'autant plus débile que l'histoire de Draven, les fans la connaissent par cœur. Soit grâce aux comics, soit grâce aux films. Ressortir une série n'avait pas d'autre intérêt que de surfer sur la vague. Et en soi, malgré ses bonnes idées, je vous la recommande clairement pas. L'histoire se déroule en 2030, où nous allons suivre la jeune Flynn Fisher, particulièrement douée avec les Simu, qui sont des jeux vidéo en VR mais assez poussés, mais voilà qu'elle est contactée pour tester un nouveau modèle de casque de réalité virtuelle extrêmement avancé, sauf que ça va la conduire à devenir une personne gênante à éliminer. Et il y a beaucoup de points positifs, clairement le début de l'intro faisait vraiment penser à un truc mais ultra classique, genre l'héroïne a un frère mais qui est un gros loser et qui du coup doit systématiquement passer par elle pour réussir des trucs. Sauf qu'en fait on révèle que le frangin c'est un vétéran de l'armée et qu'il est putain d'efficace, ce qui était un retournement très appréciable. Les effets spéciaux sont majoritairement bien faits, excepté une ou deux incrustes, mais globalement pas trop de soucis à se faire sur le visuel quoi. Le concept de SF qui est développé est plutôt intéressant, avec plusieurs bonnes, voire très bonnes idées de nouvelles technologies, genre le concept des fragments et des périphériques, bien sûr, ou alors t'as une meuf qui a des tatouages animés. Avant, on avait les fonds d'écran qui ont évolué en fonds d'écran animés, donc pourquoi les tatouages n'auraient pas la même évolution? Et globalement, la manière dont c'est filmé, les séquences de combat, le jeu d'acteur, tout ça c'est du très bon. Pas exceptionnel, j'ai quand même déjà vu mieux ailleurs, mais c'est très bon quand même. Sauf que plus les épisodes s'enchaînent, plus la hype a tendance à s'émousser. Alors certains se plaignent de ne pas avoir compris la série et de s'être arrêtés au milieu, ce que je pige pas, vu qu'au contraire c'est très facile à comprendre, trop même. Parce qu'une fois tous les secrets éventés, on a perdu une bonne partie de l'intérêt en fait. Par contre, je peux accepter qu'on se plaigne de pas comprendre la fin de la série. Et notamment le dernier épisode où décision est prise de sauver le monde, ce qui est plus ou moins réussi en une demi-heure de visionnage. Et j'ai beau considérer que la série a beaucoup de qualité, le final n'est absolument pas crédible. En fait, c'est tellement précipité, ça va
tellement vite pour t'empêcher de réfléchir sur les détails que ça rate son objectif d'être une série intelligente. Ouais, quand on adapte le roman d'un auteur de SF assez réputé, c'est quand même le but pourtant. J'ai pas lu le bouquin par contre, je peux pas vous dire qu'il est meilleur ou pire que la série. Mais clairement, la série périphérique, pour moi, malgré un habillage très propre et un bon casting, je trouve qu'elle n'a pas du tout pris le bon embranchement. Probablement même que si je la regardais une seconde fois, il y aurait des incohérences subtiles qui me sauteraient un peu plus aux yeux. Une que j'avais remarquée par exemple, c'est dans le dernier épisode où l'héroïne décide de se rebeller. Oui, sauf que plusieurs personnes ont la capacité de te déconnecter de ton périphérique littéralement d'un claquement de doigts. Et personne ne le fait. Et évidemment, le retournement final où... What ? Donc non, malgré un bon potentiel, je ne vous conseille pas la série périphérique. Cette série Netflix, je l'ai découverte un peu par hasard, et le pitch est hyper intéressant. Grosso modo, à Londres, le même cadavre est retrouvé dans la même rue, à 4 époques différentes, 1890, 1941, 2023 et 2053. Super alléchant comme mystère, hein? Eh ben c'est une sacrée déception. Alors pas sur la forme, parce que je trouve qu'à ce niveau, la série est ultra qualitative, les acteurs sont bons, le rythme est bon, c'est bien filmé, c'est fluide, c'est surtout sur le fond que ça pêche. Très franchement, j'avais deviné les 3/4 de l'intrigue dès le 2e épisode. Et le problème, c'est que la série nous amène une problématique de boucle temporelle. Littéralement, il y a 8 épisodes, les 7 premiers te montrent une boucle temporelle normale, avec l'affirmation que c'est impossible de changer le passé, même si tu remontes le temps, tu ne pourras rien altérer. Et le 8e épisode qui te dit « Fuck it, on change le passé ». Et c'est d'autant plus con que le changement se produit grâce à un seul dialogue, qui va occasionner tout un effet papillon qui bouleverse complètement la timeline. Mais si c'était aussi simple que ça de changer le passé, pourquoi vous avez jamais réussi avant? Si vous avez vu mes chroniques sur Legacy of Kain, littéralement, l'épisode 8 de Bodies, c'est défiance. Toutes les règles instaurées précédemment pour empêcher les paradoxes temporels, on les envoie chier sans aucune conséquence. Si encore la série avait insisté sur le fait qu'il était possible de changer le passé, et avait joué sur tout un tas de conséquences à travers les différentes trames, là pourquoi pas? Mais il aurait fallu réduire la durée de la boucle principale à 3 voire 4 épisodes grand max. Au-delà, c'est tellement prévisible que t'attends plus rien de la série en fait. D'autant plus que il y avait quelques longueurs, des éléments un peu faciles, genre pourquoi le cadavre est le seul à être propulsé à plusieurs époques différentes, et tous les autres, non, c'est un seul point d'arrivée. Il y a l'excuse du côté prédestination temporelle, mais même là, ma hype était très vite retombée dès le 3e épisode. Pire, il y avait même tellement de trucs prévisibles que je m'emmerdais. Sinon, il y a un teasing à la fin pour annoncer une saison 2. Merci, mais sans moi, quoi. J'ai vraiment aucune envie de me pencher sur la suite, ça n'a aucun intérêt et je vous déconseille la série. Alors celui-là il va probablement pas dire grand chose à la plupart des gens. Moi-même j'ai dû en voir 2-3 épisodes grand max quand j'étais petit. C'est tout, c'est le... En gros, Freakazoid est un super-héros complètement méta et frappadingue, comme Deadpool mais au moins violent, et plus cartoonesque. Et c'est là que je vais me montrer très mitigé sur le résultat final, parce qu'autant il y a des scènes qui sont à mourir de rire, et en même temps t'as beaucoup de séquences où c'est... ouais, bof. Mais genre vraiment, hein, tu passes de l'hilarité la plus totale à l'apathie complète. Waouh, je pense pas avoir déjà vu de série qui me faisait faire des grands écarts comme ça. Hein. Réussir à alterner entre les deux, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, je pense que c'est pour cette raison que le héros n'a pas particulièrement marqué les esprits et que la série n'a pas duré, en fait. Donc, objectivement, je pourrais pas vous la conseiller. Essayez de jeter un œil sur 1 ou 2 épisodes si vous les trouvez, histoire de vous faire un avis et de vérifier si tous les délires vous conviennent. Moi, ça a malheureusement pas été suffisant. Je sais pas à quoi je m'attendais avec une série pareille. Vu qu'on avait eu droit au film Les Schtroumpfs et le village perdu, qui était clairement tout public, hein,
dans le sens où tout le monde peut le regarder, même les adultes, je m'attendais à quelque chose un peu dans le même style en fait. Ou au moins trouver des histoires complètes, telles qu'on peut en trouver dans les BD. Et perdu et double perdu. En fait, une saison, c'est 52 épisodes d'une dizaine de minutes chacun, et dont le niveau scénaristique équivaut aux besoins d'éducation de petits enfants. Ouais, très clairement, c'est le genre de dessin animé que tu vas foutre pour occuper les gosses pendant un temps plus ou moins long, sans trop te préoccuper de la qualité. Après, je vais pas vous dire que le bousin est complètement pourri non plus, hein, En termes d'animation, c'est du bon travail, la VF est bien faite, donc sur la forme, c'est bien. Par contre, sur le fond, si vous espérez un minimum d'intérêt, c'est mort. J'ai dû voir 5 épisodes, je me suis dit, je m'arrête là, c'est mort, je regarde pas les 52, hein. Bref, pour occuper les gamins en bas âge, je pense que ça vaut le coup, mais ça s'arrête là, quoi. Tout le monde connaît la série d'animation de Batman des années 90. Tout le monde l'adore, parce que cette série est géniale. Du moins, les 2 premières saisons. Pour ma part, j'avoue que j'avais jamais vu que ces 2 saisons-là. Pour cette 3e saison, intitulée The New Batman Adventures, je n'en avais quasiment jamais rien vu. Et clairement, j'aime pas. Passons déjà sur le changement de chara-design d'un grand nombre de personnages. Alors autant pour certains, comme Poison Ivy, ça passe, parce que ça met plus en lumière son côté mutante, et Nightwing, parce que il s'est passé quelques années, donc du coup il a évolué, mais en dehors de ça, non. Le Pingouin est dégueulasse, Catwoman est dégueulasse, Double Face est dégueulasse, Bruce Wayne est dégueulasse, mais je peux comprendre que sur la forme, mon avis ne soit pas le vôtre. En revanche, il y a beaucoup plus à dire du côté de l'écriture. Si certains épisodes relèvent clairement le niveau, je pense notamment à la mort de Batgirl ou aux origines de Harley Quinn, mais les 3/4 du temps, ça vole pas bien haut quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte dès le 2e épisode, à savoir Trouble Fête, où on suit plusieurs histoires de la Bat-Family. Et oh putain. Les premières saisons avaient vraiment à cœur de développer les personnages, bons comme méchants. Et si vous avez vu la série étant jeune, je vous mets au défi de ne pas trouver au moins un épisode qui vous a bouleversé. Pour ma part, c'était la mort de Gueule d'Argile, qui m'a carrément fait détester Batman. Mais alors, dans leur immense majorité, les histoires sont tout juste acceptables pour un dessin animé lambda. Et il a sombré dans une sacrée misogynie au passage. Je leur dis, hein, l'épisode Trouble Fête, tu le regardes, tu fais « Ah d'accord, c'est comme ça que vous voyez Poison Ivy et Harley Quinn. » Eh bah putain. Pareil avec un épisode qui réunit plusieurs héros et vilaines de l'univers de Batman et celui de Superman, où on montre Elektra profiter d'un cambriolage pour essayer des robes. Bien sûr, parce qu'elle a toujours été montrée comme une meuf attirée par les robes, et Batgirl regrettait la vie simple et tranquille d'une fermière qui fait des tâches ménagères. Je déconne zéro, rematez l'épisode si vous ne me croyez pas, sans parler du fait que chaque fois qu'il y a des personnages féminins à l'écran, soit elles sont en mini-jupe, soit en petite culotte. Quand tu vois Mr. Freeze qui débarque avec des soubrettes, avec une grosse parka bien chaude sur le dos, et les gambettes à l'air, t'es dit non, là il y a un problème. Et on a aussi l'introduction de plus en plus what the fuck du surnaturel. Genre on a un épisode où Batman s'allie à un démon pour combattre un sorcier. Et quand Robin lui demande à la fin d'où il les connaît, Batman répond juste « pas de question ». Si, question, si, la série nous a habitués à bien mieux que ça. Et aussi des incohérences assez flagrantes. Alors, je reconnais que les 2 premières saisons, les capacités de Batman variaient assez souvent dans leurs limites. Dans un épisode, il one-shot une dizaine de sbires, et dans le suivant, il galère contre un mec lambda. Bon, ok, il faut bien que l'épisode dure 20 minutes, mais enfin quand même. Mais alors dans cette 3e saison, c'est un festival. Hein. Le pire étant le jour du jugement, où littéralement on se retrouve avec le personnage du juge. Un super-héros hardcore qui est limite un fantôme. Le gars, il se téléporte, il se fight en 1v1 contre Killer Croc, et il gagne. Donc tu t'attends à ce que ce soit au minimum un mutant, ou un robot, ou quelque chose, un truc qui est pas humain quoi. Et ben non, c'est un humain lambda. Bref, c'était une très mauvaise expérience, et autant je considère qu'il y a quelques épisodes à sauver, autant dans la grande majorité, c'était vraiment pas agréable à regarder. Le pitch, c'est que dans le futur, un homme a mis fin au vieillissement des femmes, parce que c'est un pédophile. Donc Dieu a décidé d'envoyer ses anges dans le passé pour s'occuper du cas de ce monsieur. Sauf que le principal ange envoyé, à savoir Dokuro, a choisi de rester avec lui pour le faire changer.
Sauf qu'elle a une fâcheuse tendance à sortir son arme fétiche, une massue à pointe appelée Excalibur, dont elle se sert régulièrement sur le pauvre collégien. Ouais, alors je dis pauvre parce que, à cette époque, c'est même pas un pédophile. C'est juste un collégien normal. Du coup, même si l'anime part régulièrement dans des délires où le héros se fait torturer et massacrer sans aucune raison, ça, c'est vachement injuste pour lui. T'as même pas la satisfaction de te dire il l'a mérité. Le problème étant que s'il y a des scènes très marrantes dans le what the fuck, et ça s'essouffle assez vite. En termes d'humour, autant les 6 premiers épisodes, ça passait. Après, il y a plus que quelques moments marrants et le reste du temps, t'attends que ça se finisse quoi. Passons en plus sur le fait que le héros est assez incohérent. Il a l'opportunité de sortir avec la fille sur laquelle il flash. Ok. Et à la fin de la saison 1, Dokuro va potentiellement se faire rembarquer à son époque. Sauf que le gars veut pas. Dokuro est sans aucun doute la meuf la plus insupportable et dérangeante de l'univers, mais il veut qu'elle reste, alors qu'elle ne fait que le torturer, le tuer, le ressusciter, et lui bousiller tout espoir d'avoir une vie normale. Donc moi, au bout d'un moment, je suis désolé, mais faut me donner une bonne raison de rester au contact de cette meuf. Donc, pour la curiosité et éventuellement le début de la saison 1, pourquoi pas? Si vous aimez le délire what the fuck du héros de harem manga qui se fait punir par les filles, mais poussé à l'extrême, ouais, ça peut être marrant. 5 minutes. Après, c'est juste chiant et répétitif. L'univers de Tales from the Loop est issu à la base d'un livre d'art représentant une uchronie, une petite ville des années 80, mais avec des éléments de science-fiction. Et ça a été adapté en jeu de rôle en 2017, si je dis pas de conneries, ce qui a eu tellement de succès que ça a été adapté en série. Dès l'opening du premier épisode, on est introduit au personnage de Jonathan Pryce, qui nous explique que dans une petite ville existe le Loop, un complexe scientifique souterrain tellement avancé que des phénomènes bizarres se produisent assez régulièrement, et que la série est censée être une anthologie d'histoires causée par le Loop. Déjà, c'est faux. C'est pas une anthologie, toutes les histoires concernent plus ou moins la même famille, voire leur entourage proche. Et... comment c'est possible, putain, d'avoir un pitch aussi hypant et arriver sur un résultat aussi chiant? Non, sans déconner, l'intrigue a quelques incohérences, assez grosses, elle est très prévisible, mais alors c'est soporifique! Ah, si vous avez des problèmes de sommeil, matez Tales from the Loop. Je comprends pas comment c'est possible. T'as des gens dans la ville qui vont trouver des éléments qui vont avoir de gros impacts sur leur existence, et en fin de compte, on s'en fout. Alors, je peux comprendre que c'est l'incrustation du paranormal dans le quotidien, ok, mais il faut peut-être que ça ait un minimum d'impact pour les personnages, ou au moins pour les spectateurs. Franchement, le seul bon point que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est Jonathan Pryce. Pour le reste, c'est juste chiant. D'ordinaire, je fais souvent l'effort de mater une série jusqu'au bout, à moins que vraiment j'accroche pas et il y aura rien qui suffira à me faire aller plus loin. Au moins pour me permettre de cracher dessus en toute honnêteté. Là, j'ai vu la moitié de la saison, j'ai fini le 4e épisode et je me suis dit non, c'est bon, je m'arrête là, j'en peux plus. Bon, après, soyons francs, la série est pas intégralement à jeter. Elle est très lente et très chiante, mais c'est bien filmé, il y a quelques effets qui rendent bien, effets qui sont souvent perdus dans le décor en arrière-plan. Bref, franchement, je trouve pas la série particulièrement intéressante, et je vous déconseille de la visionner, à moins que vous ayez envie de ressentir un profond ennui. Voilà, on en a terminé avec les pires séries de 2024. Et normalement, le top de mes meilleures séries de l'année devrait sortir d'ici demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. 1, 2, 3. Niquez les mains à chaque fois, ça... Mais gardez en tête que vous êtes... il est maintenant temps de s'atteler à mes pires séries. Il est maintenant temps de... Puisque l'esprit de son hôte est toujours présent. Ceux qui malmènent leur mission. Ceux qui malmènent pas mal leur mission. Ceux qui malmènent Ah, putain. Je trouve le design non seulement pas agréable à regarder, ça me sortait régulièrement... Mon gueule! Pour concevoir un des premiers services de disque... pour avoir une conversation érotique. Se calme en bas. Il y a même quelques romans.
Ayez au moins la décence de Ayez au moins la... Et plusieurs fois pour le premier. Ah, putain de merde. Hop, juste pour m'assurer qu'il a pas été débranché quand même. Du coup, je vais juger... Bon, c'est bon. Merde. J'ai adoré la plupart des combats des maîtres, ils sont très bien quoi. Non. Du coup, quitte à regarder des scènes... Quand tu regardes l'animé avec des épisodes d'une vingtaine de minutes... Quand tu regardes l'animé avec des épisodes d'une vingtaine de minutes chacune... Non, putain. Quand tu regardes l'animé avec des épisodes d'une vingtaine de... Non. Quand tu regardes l'animé avec des épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Voilà. Ce qui dans un... va se mettre à éliminer les 7 robots les plus puissants du monde. Va se mettre à éliminer les 7 robots les plus puissants du monde. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais il se passe ceci. Du coup, Merde. Donc, si le Slice of Life avec option je parle à la caméra, c'est votre kiff. Donc, si le Slice of... Et si Dr. Strange... a été assassiné après avoir... assassiné. Putain. Et le 8e épisode qui te dit... Merde. J'ai vraiment aucune envie de me pencher sur le... Bah, t'as un peu plus de mal à attacher au TP... Bah, t'as un peu du mal à attacher... Essayez de jeter un épisode. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît la série d'animation des... Pour cette 3e saison, intitulée The New Batman... Si certains épisodes relèvent clairement le niveau, hein, Pour ma part, c'était la mort de Pour ma part, c'était la mort de Girl... La mort de Girl, oui, bien sûr. Ça parlait du fait que chaque fois qu'il y a des personnages féminins à l'écran, soit elles sont en mini-jupe, soit en tenue ultra moulante. Non, elles sont régulières. Ah merde, encore plus. Quand tu vois Mr. Free... Et que la série est censée être une anthologie. C'était Jonathan Price. Oui, si j'y arrive même pas à appeler son nom, ça va être bien. Là, j'ai vu la moitié de ses... Non, c'était... par contre, j'ai pas écrit la conclusion de l'épisode, ça fait chier.